Bonjour Sylvain, Bonjour Déborah. je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. Je sais que tu es coach en sobriété et pas médecin, on le précise, hein. Oui, Tu as vécu 22 ans avec l'alcool avant de te libérer durablement. Aujourd'hui, tu as fondé une entreprise qui aide les cadres, dirigeants, professions libérales à se libérer naturellement de l'alcool. oui. Est-ce que tu peux nous rappeler effectivement ton job aujourd'hui, ceux qui ne te connaissent pas encore? Eh bien, je peux les accompagner justement parce que je suis passé par là. Donc, pendant plus d'une vingtaine d'années, j'ai souffert de cette addiction à l'alcool et je m'en suis sorti. Donc, à partir de là, je suis parti dans le bénévolat et je me suis aperçu qu'il y avait un vrai besoin en dehors du bénévolat pour des personnes qui ne pouvaient pas assister à des groupes de parole ou qui ne voulaient pas aller en cure pour les accompagner. Les personnes que tu accompagnes, c'est tout le monde. Tout le monde peut être addict du moment où effectivement on a commencé à consommer de l'alcool. Donc bien sûr, ce ne sont pas les enfants normalement, Ouais. mais tout le monde est concerné, on est d'accord. Oui, tout le monde est concerné. Après, la plupart des personnes que j'accompagne ou que mon équipe accompagne, parce que maintenant on fait ça en équipe, ont plus de 40 ans. Donc, c'est des personnes qui ont commencé souvent jeunes au niveau festif, et puis petit à petit, c'est devenu un peu plus régulier, le soir, après le boulot, pour se détendre, et puis aussi le week-end avec les amis ou la famille. Et puis, ça devient quelque chose qui est très difficile d'arrêter. Et donc, à partir de là, on fait appel à nous. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, et si l'alcool n'était pas le problème, mais le symptôme. Qu'est-ce que tu peux nous dire à travers cette phrase-là? Qu'est-ce que ça t'évoque? Bah, ça m'évoque en effet que souvent l'alcool, c'est pas le cœur du problème au départ. C'est-à-dire qu'on a commencé à boire pour certaines raisons, et puis après, l'alcool est devenu le problème, en effet. Mais au départ, c'est pas le problème. Et c'est important d'en parler parce que nous, on travaille principalement sur l'addiction, c'est-à-dire comment se sortir de cette addiction. Et ça n'empêche pas que beaucoup de nos clients vont aussi suivre une psychothérapie ou alors travailler sur les problèmes qui ont pu générer cette situation. Mais en tout cas, nous, notre travail, mon travail, c'est vraiment de travailler sur cette partie addiction. Ce que les gens cherchent réellement dans l'alcool, c'est quoi? C'est de la détente, du relâchement, la déconnexion, de la sociabilité, ou tout ça? Alors, ce qu'on cherche dans l'alcool, c'est souvent un peu tout ça. C'est-à-dire, oui, de la détente, un lubrifiant social pour pouvoir interagir avec les autres, parce que souvent, on n'est pas très à l'aise. On se demande si on va être intéressant, ou si on va pas être chiant, ou si on est marrant ou pas, quoi. Donc, il y a ça. Il y a de la détente, beaucoup. Alors, la plupart de mes clientes cherchent de la détente le soir en rentrant du travail. C'est souvent un rituel, un rite de passage, où en effet, on va se détendre, on va couper la journée, on va prendre un moment à soi parce qu'on l'a bien mérité. Et puis, on va se détendre avec ça. On pense en tout cas se détendre. Mais bon, c'est tout ce que c'est pas le cas. C'est un leurre, quoi. C'est un leurre. Au départ, ça détend pendant quelques secondes, voire quelques minutes, voire une heure ou deux. Et puis après, on en paye le prix. Et toi, ce que tu as découvert en arrêtant l'alcool, c'est quoi finalement ces bénéfices et même ce que les personnes te redisent en accompagnement? Alors, j'ai découvert tellement de choses. La liberté d'abord, la liberté de ne plus avoir l'alcool qui me dictait mon emploi du temps. C'est-à-dire que moi, je peux sortir à n'importe quelle heure de la journée ou de la soirée, je peux aller conduire, je peux faire ce que je veux. Je passe pas mes week-ends à faire la sieste ou à manger des chips sur le canapé. Donc, c'est la liberté, le sommeil, très bon sommeil, l'énergie, le fait que je sois sûr de moi, c'est-à-dire que j'ai réussi à faire quelque chose d'important, c'est-à-dire arrêter de boire. Donc ça, c'est en termes de confiance en moi, c'est énorme. Et puis surtout, mon estime de moi, c'est-à-dire que je n'ai plus de culpabilité, je n'ai plus de honte le matin en me disant j'ai pas réussi hier à ne pas boire. Il y a plein de personnes qui boivent pour se détendre. En tout cas, ils pensent que ça les aide à se détendre. Bon, il y a une action chimique, hein, qui fonctionne bien. Du coup, elles ont envie de te dire, bah, comment je vais me détendre si maintenant je ne consomme plus l'alcool? Et c'est le cœur de l'accompagnement que je prodigue avec mon équipe, justement. C'est comment générer de la dopamine naturelle pour éviter d'avoir cette envie de dopamine artificielle que procure l'alcool. Donc on va travailler beaucoup sur les habitudes, changer les habitudes, mais aussi travailler sur les plaisirs, comment se faire plaisir, comment ne pas s'oublier. Parce que souvent, je vais dire presque dans la majorité des cas, nos clients ont ce point commun, c'est-à-dire qu'ils s'oublient. C'est-à-dire qu'ils font beaucoup de choses pour leur entreprise, pour leur famille, pour leurs proches, mais en fait, ils ne pensent pas à eux. Ils se mettent toujours après les autres. Et donc, il y a un moment, le cerveau, il tire la sonnette d'alarme. Il va dire, non, maintenant, je veux du plaisir, je veux de la dopamine, maintenant, immédiatement. Et le seul moyen qu'il a trouvé, c'est de boire un verre d'alcool. Finalement, ces personnes-là, qu'est-ce qu'elles fuient à travers l'alcool? Elles fuient quoi? De la tristesse, de la lassitude, des problèmes relationnels, c'est quoi? Alors, quand on boit, en effet, on fuit souvent quelque chose. Et c'est très variable suivant les personnes et suivant les moments. C'est-à-dire que
un soir, on peut être triste, en effet, donc on veut se réconforter. Et puis, le lendemain, ça peut être différent. Ça peut dire, peut-être qu'on est en colère et on a envie de se calmer. Souvent, il y a l'ennui qui est là. Donc, on s'ennuie. Donc, on a besoin de combler un vide, de faire en sorte que ça passe plus vite, de s'anesthésier pendant ce temps où on s'ennuie. Ça peut être aussi pour fêter quelque chose. On a eu une très bonne journée, donc ça a été génial, donc on l'a bien mérité. Et à l'inverse, on a eu une très mauvaise journée. Donc là, on a bien mérité aussi de se détendre. J'imagine que dans tes accompagnements, les personnes se sentent en faute de dire tiens, j'ai réussi, j'ai pas réussi, pourquoi j'ai pas pensé avant. Cette culpabilité-là, comment elle ressort ça les personnes et comme toi, tu as vécu d'ailleurs? La culpabilité, quand on boit, elle est énorme. Parce que souvent, on se dit qu'on ne va pas boire. Le matin, généralement, on se dit bah, ce soir, non, je ne bois pas parce que ça ne me va pas. Et puis le soir, on reboit. Et le lendemain, on culpabilise. On ne fait que ça, culpabiliser. C'est vraiment un cercle vicieux. En plus, on culpabilise parce qu'on n'est pas au top pour nos proches, pour notre famille. Souvent, il y a des conflits au niveau relationnel avec nos enfants, notre conjoint, notre conjointe. Ça ne se passe pas bien. Et des fois, au boulot aussi, pareil. On est irritable, on n'est pas 100% efficace. Donc, on culpabilise tout le temps. Et ça, quand tu le travailles avec tes clients, tes prospects qui viennent te voir, après, ils sentent plus cette culpabilité ou ça reste pendant des années quand même? Non, Un la peu comme ceux culpabilité. qui arrêtent de fumer, tu sais. Heureusement, la culpabilité disparaît. C'est ce qu'on apprend aussi à travailler ensemble. C'est-à-dire qu'on travaille sur le présent et le futur et on apprend ensemble avec nos clients à leur faire oublier justement, à leur faire accepter le fait qu'ils aient vécu ça. Bon, c'est arrivé, donc il faut l'accepter. Par contre, c'est une nouvelle aventure qui commence. Donc ça va être des nouvelles personnes. Ils vont être beaucoup plus alignés avec qui ils sont. Et à partir de là, ils vont être. C'est aussi à eux d'accepter le fait qu'ils aient agi comme ça. C'est un fait, donc il faut assumer. En fait, il faut assumer, tout simplement. Est-ce qu'on peut dire que l'alcool, finalement, c'est un signal, c'est un révélateur d'une problématique beaucoup plus profonde qu'on pense? Ah oui, l'alcool, c'est vraiment un signal d'une problématique, oui, tout à fait, qui peut être très profonde. Puisqu'en fait, c'est vraiment un symptôme. C'est un peu le cerveau qui tire la sonnette d'alarme, c'est-à-dire qui dit voilà, il faut que tu penses à toi, il faut que tu aies un peu plus de plaisir dans ta vie. Et il y a plein de moyens de remplir la fonction qu'on attribue à l'alcool. C'est-à-dire, si le soir on a envie de se détendre, il faut qu'on trouve quelque chose pour se détendre. Si on a envie de passer le temps parce qu'on s'ennuie, il faut qu'on trouve quelque chose pour ne pas s'ennuyer. Si on a les idées qui tournent dans la tête à 200 à l'heure, si on veut se calmer, il faut qu'on trouve quelque chose qui nous calme, mais autre chose que l'alcool. Il y a un parallèle qui me vient. Quand en général on consomme de l'alcool ou on fume, on dit que ça coûte beaucoup d'argent. Ouais. Moi, j'ai envie de presque dire que les personnes qui sont, alors pas alcooliques parce que c'est difficile, mais en tout cas qui consomment beaucoup d'alcool, ils mettent beaucoup d'argent. Donc est-ce que finalement, être addict à l'alcool, c'est déjà avoir un peu d'argent de côté? Finalement, l'alcool, est-ce que n'est pas égal à avoir de l'argent ou c'est un peu chic ou c'est mondain, etc. Tu vois, c'est une notion qui est intéressante parce que je me dis quand ça coûte énormément d'argent, et je sais que dans une précédente interview, on en a parlé, mais on pourra le redire, ça coûte beaucoup d'argent. Donc finalement, est-ce que consommer de l'argent, ça touche peut-être pas les gens qui sont pauvres ou à une situation moyenne? Tu vois, c'est une vraie question à se poser. Oui, boire, ça coûte de l'argent. Ça coûte énormément d'argent. Alors déjà, le coût de la boisson, ça en effet, ça dépend des personnes. Hein. Des fois, on dépense beaucoup, des fois, on dépense peu. Mais il n'y a pas que ça. Il y a le fait d'acheter des choses aussi, souvent, qui ne servent à rien. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de clients qui vont faire des courses, mais pour pas paraître alcooliques ou ayant des problèmes d'alcool, vis-à-vis de la caissière ou du vendeur, on va prendre plein de choses avec des choses qui ne servent à rien. Ou on va aussi acheter des choses qui ne sont pas bonnes pour la santé. C'est-à-dire que, je dis toujours, quand on boit, on n'a pas envie de brocoli. Donc, on a plus envie de pizza, de chips, de gâteaux apéritifs, de choses comme ça. Donc, c'est pas bon pour la santé. En plus, ça nous coûte beaucoup d'argent. Et puis, ce que je vois par rapport à nos clients, souvent, c'est qu'on fume beaucoup plus pour les fumeurs. C'est-à-dire que la consommation va être au moins doublée quand on boit. Donc, à partir de là, quand on sait le coût de la cigarette que ça représente par paquet de cigarettes, à la fin du mois et à la fin de l'année, on est sur plusieurs milliers d'euros. Donc, c'est énorme. Donc, l'alcool, finalement, c'est presque... alors, je dirais pas mondain, mais c'est un art de vivre un peu élevé en termes financiers.
Ah oui, c'est vraiment c'est ça coûte énormément. Donc ça veut dire souvent on a un niveau de vie qui serait bien meilleur et bien plus important si on buvait pas, en effet. Et c'est aussi une façon c'est comme si on économisait, c'est comme si on économisait, mais en dépensant l'argent. Donc en fait, quand on arrête de boire, d'un seul coup, on a une épargne qui se crée naturellement et qu'on n'avait pas imaginé. Finalement, on fait des économies, quoi. On fait des économies énormes. Et quand je disais, c'est en termes de milliers d'euros. C'est-à-dire, en général, mes clients dépensent en moyenne 300 euros par mois en alcool et en choses accessoires. Hein, parce qu'il faut compter aussi les Uber quand on veut rentrer chez soi. Il faut compter, des fois, on se fait livrer. Oui, les à côté. Les à côté. Donc ça, et puis alors, sans compter le fait qu'on n'ait pas eu la promotion qu'on voulait ou le fait qu'on n'ait pas développé le business comme on voulait. Donc là, c'est des dizaines de milliers d'euros par an et ça sur plusieurs années. Donc on arrive à des sommes extraordinaires, quoi. Oui, parce qu'on parle de l'alcool sur on va dire, des coûts moins élevés comme la bière, par exemple. Oui. Mais j'imagine que c'est souvent, la bière, c'est que le début, et derrière arrive le vin et les spiritueux qui coûtent beaucoup plus cher. C'est ça qui se passe ou on reste qu'à la bière? Alors, il y a des personnes, en effet, qui vont boire en commençant par la bière, et puis après, qui vont passer au spiritueux ou au vin, qui, des fois, reviennent à la bière. En tout cas, c'est vrai que les spiritueux sont bien plus chers en termes de coût. Et souvent, oui, il y a différentes étapes, puisque au début, on peut boire un verre de vin et être tout guilleret et tout se passe bien. Mais avec le temps, la tolérance augmente. Donc, à partir de là, on a besoin de plus d'alcool. Et quand on n'a pas envie de boire 4 litres de bière, on va commencer à boire du whisky, du gin, de la vodka. Comme ça, l'effet est beaucoup plus rapide et on a besoin de moins boire pour avoir le même effet. Oui, puis il y a un côté aussi d'être ensemble, d'être dans une entreprise, une fête. Donc forcément, si dans l'entreprise, on fait régulièrement des fêtes ou des promotions, on fête les promotions, des anniversaires, Oui. c'est comme en fait finalement les gâteaux. C'est du sucre, on consomme, mais finalement l'alcool va venir avec, etc. Donc c'est souvent ça qui se passe. Oui, c'est souvent ça. On est souvent entraîné par les événements. Et c'est vrai que ce soit en entreprise ou les after-work, ou dès qu'il y a une promotion, en effet, ou un bon mois, on va sortir la bouteille de champagne et on va boire. Et c'est vrai qu'il y a une petite pression sociale quand même, parce que quand on est en groupe comme ça et qu'on fête un événement commun, un succès commun, si on ne boit pas sa coupe de champagne, on a l'impression qu'on est un peu en dehors du groupe et qu'on va être pointé du doigt. On a tendance à croire que plus c'est cher, plus c'est de qualité, et donc plus c'est bon pour la santé. Alors oui, quand on boit de l'alcool qui est cher et de bonne qualité, on imagine que c'est bien meilleur pour la santé. Des très bons vins, des très bons whisky, des très bons jeans, etc. On imagine que c'est bien meilleur, mais en fait, non, ça ne change rien. Le degré d'alcool est toujours là. Donc on peut acheter une bouteille à 200 euros, ça aura le même effet qu'une bouteille à 5 euros sur le corps. Et même dans ce que tu dis, et ce que je vois à travers les vidéos qu'on fait ensemble, j'ai l'impression même qu'en commençant ou en continuant l'alcool de manière augmentée, plutôt que modérée, on va presque tomber dans la malbouffe aussi. Donc finalement, on part d'une problématique, on boit de temps en temps, et après on arrive à même mal manger derrière. Bon, certains diront, oui, mais en général, quand c'est l'alcool mondain, on prend des petits fours. Oui, enfin les petits fours, comme tu disais, c'est pas des haricots qu'on va manger, quoi. Non, généralement, c'est ça. Et puis souvent, quand on boit le soir, justement pour se détendre, on boit un coup et puis on n'a pas trop envie de cuisiner. Voilà, on n'a pas trop envie, donc on va commander une pizza, on va se faire livrer, on va commander quelque chose qui est déjà prêt, qu'on n'aura pas fait nous naturellement. En tout cas, ce qui sera beaucoup moins sain que si on avait cuisiné. Parce qu'en plus, on veut que ça aille vite, puisqu'on est occupé à boire et on n'a pas envie de passer du temps à la cuisine. Ouais. Donc c'est un leurre, quoi. C'est un leurre. L'alcool est un leurre, ça, on en est conscient. Comment le statut et la réussite sociale, professionnelle, rend la dépendance vraiment presque invisible, j'ai envie de dire. Alors souvent, quand on boit et qu'on a les moyens, on arrive à cacher un peu notre jeu parce que déjà, si on a une entreprise, si on a un poste important, ou si on est indépendant, et on va pouvoir avoir un emploi du temps qui va être flexible. Donc on peut partir plus tôt dans l'après-midi, on peut s'absenter aussi plus longtemps le midi. Donc on gère un peu notre planning comme on veut et donc on peut boire beaucoup plus facilement. Moi, il y a un exercice, à force de te côtoyer et finalement, je fais une masterclass aussi grâce à toi. J'analyse beaucoup plus et j'ai envie de dire aussi à ta communauté de faire l'exercice, de regarder à chaque repas à midi ou le soir,
de regarder les tables autour d'elle. C'est un exercice que j'ai fait dans un autre contexte, c'est-à-dire que je regardais les chariots, tu sais, aux courses, Oui. pour voir ce que consommaient les gens. Et finalement, je me dis de faire cet exercice de voir autour, et je t'en ai parlé en préparant cette émission. Moi, j'ai été pas agréablement surprise, justement, où je me suis dit, ah oui, il y a une table sur deux qui a une bouteille ou un verre d'alcool, C'est ça. midi ou soir. Ça, c'est un bon exercice à faire. C'est génial. Ah oui. C'est génial. Toi, tu l'as jamais fait. Enfin, j'imagine que... Je ne l'ai jamais fait quand je buvais. Ça ne m'intéressait pas. Mais dès que j'ai arrêté de boire, oui, je l'ai fait. Et j'étais impressionné, quoi. Et ça a renforcé mon envie de continuer. Parce que comme j'explique à nos clients, c'est vraiment un super pouvoir quand on arrête de boire. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'être un borgne au milieu des aveugles, quoi. C'est hallucinant. Dans ton expérience, toi, professionnelle, comment tu gérais, tu camouflais ta consommation d'alcool? Comment ça se passait? Avant, quand je buvais et que je travaillais, ou quand j'avais mes entreprises, ou quand j'étais salarié, en fait, je ne buvais que le soir. Donc, à partir de là, c'était une fois que la journée de boulot était finie. Donc, personne au boulot ne savait que je buvais. Le matin, j'arrivais toujours à l'heure, j'étais toujours fonctionnel, même si j'avais très mal à la tête, même si j'étais pas à 100%, loin de là. Mais en tout cas, j'étais là au boulot. Et c'est vrai que dans la journée, moi, j'y pensais pas à boire, donc ça me venait pas à l'esprit. Et jamais je buvais le midi parce que j'avais déjà testé une ou deux fois et je voyais que j'étais absolument pas fonctionnel l'après-midi, donc il n'y avait aucune chance. Par contre, oui, le soir, je buvais chez moi, souvent seul. Et quand j'étais en after work ou avec des événements avec l'entreprise où je travaillais ou avec mes employés, en fait, je buvais pas. Ou alors très rarement, ça m'est arrivé une ou deux fois pour des grosses fêtes. Mais sinon, je ne buvais pas. Je n'avais pas envie de montrer comment j'allais être quand je buvais, quoi. Parce que j'avais peur de déraper ou alors de dire des choses que j'aurais regrettées après. Et les personnes qui viennent te consulter, elles gèrent comment ce domaine professionnel? Elles le camouflent ou au contraire, elles les assument? Est-ce que c'est relié à un niveau de dépendance, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu peux plus le cacher ou tu sors des excuses? Raconte-nous un peu les différents niveaux et les paliers d'évolution. Les personnes qui boivent et qui font appel à nous, en fait, souvent, il y a deux sortes de personnes. Il y a les personnes qui boivent que le soir, que chez elles. Donc, personne n'est au courant, en fait. Je connais même des personnes qui boivent que le matin. Et personne n'est au courant du tout de ce qui se passe. Par contre, on a l'impression que c'est des personnes qui ne boivent pas. Donc, c'est elles qui vont faire le SAM, c'est elles qui vont ramener les gens le soir de fête, etc. Mais par contre, quand elles sont seules chez elles, elles boivent. Alors, ça peut en effet, des fois, déborder sur la partie professionnelle, puisqu'elles peuvent ne pas être très bonnes au boulot le lendemain. Elles peuvent aussi commencer à boire aussi le midi, des fois dans l'après-midi, des fois le matin en étant au boulot. Et donc, j'ai une partie de mes clients, en effet, qui ont perdu leur emploi à cause de cette addiction. Donc, ça peut être assez dramatique. Voire, il peut y avoir des divorces, il peut y avoir des séparations, voire des pertes de garde d'enfants aussi. Donc, ça peut aussi arriver, puisque l'alcool peut déborder vraiment très fortement sur la vie. On n'imagine pas que l'alcool peut te faire perdre ton compagnon, ta compagne. En gros, tu peux divorcer à cause de l'alcool. Oui, on peut divorcer à cause de l'alcool. Et c'est très fréquent. C'est-à-dire que le conjoint ne va pas toujours en parler, mais ça va être une des causes très importantes de divorce. Et puis aussi d'éloignement avec les enfants. Parce que le conjoint peut estimer qu'on est à risque. C'est-à-dire que si on boit, ça peut mettre en danger les enfants une fois en garde alternée, par exemple, quand ils sont chez nous. Et à partir de là, la mère ou le père peut dire non, je demande à ce que mes enfants n'aillent pas chez cette personne parce qu'elle boit. Ouais. Est-ce que c'est plus dangereux l'alcool ou de fumer? Ah, ça, c'est une bonne question. Alors, est-ce que c'est plus dangereux de boire ou de fumer? Alors ça, je ne saurais pas dire, je ne suis pas médecin, donc ça, je ne saurais pas dire. En tout cas, les deux sont très mauvais. Moi, je n'ai jamais fumé, donc je ne peux pas expliquer comment arrêter de fumer. Par contre, d'après mes clients, en tout cas, c'est très similaire en termes d'addiction. Et souvent, j'ai beaucoup de clients qui arrêtent les deux en même temps. C'est-à-dire que le travail qu'on fait ensemble sur l'alcool va leur permettre aussi d'arrêter de fumer. Et comment ça se fait qu'ils arrêtent aussi de fumer? C'est quoi? C'est le côté un peu dépendance? C'est le côté, finalement, on veut être dans un équilibre beaucoup plus sain? Qu'est-ce qui se passe, du coup? C'est marrant. Souvent, on arrête de fumer quand on arrête de boire parce qu'il y a un lien entre les deux. L'alcool est un dépresseur, donc qui calme vraiment, qui endort, et la cigarette est un stimulant, qui excite.
Donc quand on boit, le cerveau a envie d'être restimulé pour pas s'endormir grâce à ce poison, en fait, à cause de ce poison. Et donc on a envie d'une cigarette. Et après, on est un peu énervé avec la cigarette. Donc on va boire un coup pour se calmer. Donc c'est vraiment un cercle vicieux. Et c'est pour ça que généralement, quand on boit et quand on fume 2 fois plus que la normale, voire 2, 3 fois plus même. Et certaines personnes ne fument d'ailleurs que quand elles boivent en soirée. Sinon, elles ne fument pas dans la semaine. Donc c'est très lié. Donc c'est pour ça que les personnes qui arrêtent de boire, on les accompagne justement dans cette démarche. On leur apprend à trouver d'autres sources de plaisir et à changer les automatismes. Et par ricochet, souvent, elles arrêtent de fumer aussi. Hmm. J'aimerais qu'on parle aussi de ce côté addictif dont tu parles, ce piège de la dopamine, comme on pourrait le dire. Déjà, tu vas nous le définir, et après, tu vas nous le définir parce que je voudrais bien que les personnes comprennent justement qu'est-ce que la dopamine et pourquoi on parle de piège. Alors, quand on boit, on est soumis au piège de la dopamine. C'est-à-dire que la dopamine, c'est un neurotransmetteur on appelle ça souvent l'hormone du plaisir. Enfin, il y a plein de termes différents. En tout cas, c'est relié au plaisir. C'est-à-dire que quand on a du plaisir, on sécrète de la dopamine et le cerveau le comprend et donc il est très content parce que voilà, on a du plaisir et il a compris comment ça fonctionnait et donc il crée des automatismes. Donc on fait quelque chose qui nous procure du plaisir. Ah, il a compris que ça nous procurait du plaisir. Donc au début, on a un coup de stress, donc on va boire un coup pour nous détendre et on a un peu de plaisir et donc le cerveau a compris. Ah, stress égale alcool égale détente. Donc pour lui, c'est un schéma. Et à partir de là, il va toujours faire comme ça. Et donc on est enfermé dans ce piège. Et petit à petit, ce qui se passe, c'est que tout ce qu'on faisait avant qui nous procurait du plaisir va devenir beaucoup plus fade comparé à cet amas de dopamine qu'on reçoit artificiellement, qui est souvent plus important que le plaisir qu'on peut retirer, je ne sais pas, si on va courir quelques kilomètres, si on sort son chien ou si on joue avec son enfant. Donc petit à petit, toutes ces choses qu'on faisait avant vont paraître insignifiantes comparées au plaisir immédiat que l'on a quand on consomme. Pourquoi le cerveau, à ton avis, il croit que l'alcool détend, relaxe? Je pense qu'il y a quand même cet effet bénéfique dans le sens où, en tout cas, c'est un leurre. C'est comme, ah, j'ai plus chaud quand je bois de l'alcool, ah, je me sens plus heureux, etc. Qu'est-ce qui se passe concrètement chez nous? Quand on boit, évidemment, on se sent tout de suite mieux. C'est-à-dire, souvent, on a un effet qui peut être anesthésiant, qui peut être un peu, on se calme, on se sent un peu détaché du monde. Et bon, après, il y a l'ivresse qui peut arriver. Donc, ça peut être en effet intéressant au départ quand on boit, parce que c'est un effet qu'on recherche, hein, cette ivresse et ce plaisir. Donc, l'alcool, en fait, va nous anesthésier un petit peu. C'est un effet dépresseur. C'est un dépresseur, ça, on l'oublie souvent, parce que souvent, on pense que c'est un antidépresseur. Non, c'est l'inverse. C'est un dépresseur. Donc, ça nous calme vraiment, ça nous pose, ça nous détache un peu du monde de la réalité, on perd un peu conscience de ce qui se passe réellement. Et ça, c'est un plaisir, en effet, que le cerveau adore. Et donc, il a toujours envie de recommencer, de refaire, en fait, de se retrouver dans la même situation. Est-ce qu'on peut dire que l'alcool crée une véritable boucle de dopamine? Est-ce que c'est le cas? Et est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se crée? Oui, l'alcool crée un cercle vicieux, donc vraiment un cycle avec la dopamine, c'est-à-dire on a du plaisir, donc on a un coup de stress par exemple, on a une journée importante, on a une journée stressante, on a une forte émotion, une très bonne nouvelle hein, ou une mauvaise nouvelle, donc on boit un coup, ça crée du plaisir, donc le cerveau a compris, à partir de là le schéma est créé, et donc à chaque fois qu'on aura beaucoup de plaisir, une forte émotion, ou alors qu'on aura une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle, tout simplement, une mauvaise journée, et ben on aura le réflexe, mais inconscient, c'est un automatisme, inconscient de se tourner vers l'alcool. L'alcool, en fait, crée une boucle de dopamine. Hein. Ça nous soulage, et après, ça crée un manque, et de nouveau, ça nous soulage. En fait, c'est un cercle vicieux, c'est-à-dire que plus on utilise cet automatisme, plus on est en manque de ce soulagement. Et souvent, en fait, le soulagement, c'est ce qu'on recherche. C'est pas tant l'alcool ou l'ivresse, c'est le fait d'être soulagé. Et beaucoup de mes clients, en fait, me racontent que souvent, le soulagement vient même avant de boire. C'est-à-dire le fait d'avoir la bouteille, de pouvoir l'ouvrir, de se verser un verre ou d'avoir la canette. Rien que ça, le soulagement, il est là. On parle de sensation de contrôle. On a l'impression d'être presque invincible, un super-héros quand on a bu, en plus du pouvoir de être plus heureux, avoir plus chaud. Voilà, il y a on va dire un développement, ça décuple un peu notre force.
Est-ce que c'est une illusion chimique ou pas? Quand on boit, on a l'impression d'être beaucoup plus fort, d'être invincible, en effet. Et ça, c'est une illusion complète, on le sait. Hein. C'est-à-dire qu'on est complètement désinhibé. En fait, on a le cortex préfrontal qui est désinhibé. Donc, on a l'impression qu'on peut tout faire et on ne pense pas aux conséquences. On a l'impression qu'on peut parler à tout le monde, qu'on va être super intéressant, qu'on va être super drôle, même qu'on est encore plus créatif. Mais ça, on le sait bien que c'est une illusion. Mais on a du mal à sortir de cette illusion. Et je connais des personnes qui n'ont jamais interagi en groupe ou même en rendez-vous amoureux, en date, sans avoir bu de l'alcool ou sans en boire pendant le moment où on est avec les autres. Et ça, c'est quelque chose qui peut être très perturbant quand on veut arrêter de boire, parce qu'on se dit, mais comment je vais faire? Qui je vais être? Eh Qu'est-ce oui. qu'on va penser de moi? Et surtout, mais comment je vais faire? Parce que j'ai jamais connu cette personne qui interagissait avec les autres sans en boire. Ouais. Finalement, je sais pas vraiment qui je suis sans l'alcool, quoi. En effet, quand on boit depuis un bon moment, depuis qu'on est jeune, on a du mal en fait à savoir qui on est sans boire. Oui, Et du coup, il y a peut-être des personnes qui se redécouvrent à travers ça. oui, tout à fait. Oui, les personnes qui ont bu depuis très très jeune, elles se redécouvrent parce qu'elles se connaissaient pas. Et souvent, on me le dit, hein, c'est-à-dire que elles ne savaient pas qui elles étaient vraiment et comment elles allaient réagir dans différentes situations. Et souvent, elles sont très heureuses parce qu'elles découvrent quelqu'un qui est vraiment bien dans ses baskets, qui est sûr de lui, qui a confiance en lui et ou en elle, et qui est beaucoup plus heureuse en fait. La science, elle dit quoi sur le fait d'arrêter l'alcool? Est-ce qu'il y a une espèce de reprogrammation qui se passe, inconsciente? Est-ce que tu pourrais nous en parler? Quand on arrête l'alcool, en effet, le mieux, c'est de reprogrammer un petit peu nos habitudes, de changer nos automatismes de telle façon qu'on puisse reprogrammer le cerveau. Parce que la neuroplasticité du cerveau est formidable, c'est-à-dire qu'on arrive à reprogrammer les schémas neuronaux de telle façon que on peut avoir des nouvelles habitudes. Mais pour ça, c'est très important de comprendre que arrêter l'alcool ne suffit pas. Il faut le remplacer par autre chose. C'est-à-dire qu'il faut avoir d'autres choses à faire au moment où on buvait. Si on arrête l'alcool et qu'on attend dans son canapé que ça passe, ben ça ne marchera pas. En fait, il faut changer totalement notre façon de vivre. Alors souvent, c'est des bouleversements. Hein. C'est-à-dire que quand on travaille avec nos clients, quand on les accompagne, on les prévient tout de suite qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont changer. On va changer beaucoup d'automatismes. Alors ça peut être des histoires de planning, hein, des choses qu'on faisait le matin, qu'on va faire le soir, etc. Des choses qu'on faisait, qu'on ne fait plus, ou l'inversement, des gens qu'on va voir, qu'on ne va pas voir. Il va y avoir beaucoup de changements. Mais en tout cas, c'est tout à fait possible de reprogrammer notre cerveau. Après, les délais, on me demande souvent les délais. Alors, les délais, il y a eu plein d'études dessus. Certaines disent il faut 21 jours, d'autres 66 jours, d'autres plusieurs mois. En tout cas, rien n'est prouvé. Ça dépend des gens. Ce qu'on sait, c'est qu'il est tout à fait possible de le faire. Donc, on peut reprogrammer le cerveau pour ne plus boire. Et comment on retrouve cette espèce de détente sans substance, finalement? Donc, on redécouvre des choses qu'on aimait faire avant. Et à partir de là, on va se faire plaisir avec plein de choses. C'est-à-dire qu'il faut vraiment s'écouter. C'est-à-dire, on va se faire des listes de choses qui pourraient nous plaire ou qui nous plaisaient, et on va travailler dessus de telle façon qu'on va redécouvrir, on va déterminer les choses qui pourraient éventuellement nous plaire et nous apporter du plaisir. Donc on va les tester. Et souvent, on va commencer par l'action parce que la motivation viendra après. La motivation vient après. Donc on fait action, motivation. À l'inverse de se dire, je le ferai quand je serai motivé. Non, on fait complètement l'inverse. Et souvent, on l'a tous vécu. Hein. On a fait quelque chose qu'on n'avait pas vraiment envie de faire. Et quand on l'a fait, on s'est dit, punaise, heureusement que je l'ai fait parce que c'était génial. Je pense à une sorte de phrase que j'ai déjà entendue. Les hommes et les femmes, mais c'est quand même peut-être plus les hommes, la lignée d'hommes. Ah, mais mon grand-père, mon arrière-grand-père, mon père ont toujours consommé de l'alcool et ils ont toujours été en bonne santé. Et en fait, on ne se posait pas la question. En fait, il y a une première question sur l'aspect culturel et finalement, est-ce qu'il n'y a pas cette injonction forte culturelle qui vient perturber dès l'adolescence des personnes? On connaît tous quelqu'un qui est centenaire et qui a bu de l'alcool toute sa vie, ou même qui a fumé toute sa vie. Alors moi-même, mon arrière-grand-père a vécu jusqu'à 97 ans. Il était bouilleur de cru et donc il a bu son calva tous les jours jusqu'à la fin. Donc ça, en effet, ça existe. Il y a des exceptions, comme des personnes qui n'ont jamais fumé, qui ont un cancer du poumon. C'est dans les deux sens. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'à l'époque, en tout cas, on mangeait pas la même chose, il n'y avait pas la même pollution,
Il n'y avait pas les mêmes pesticides, il n'y avait pas les mêmes perturbateurs endocriniens, il n'y avait pas tout ça. Il n'y avait pas le stress qu'on a aujourd'hui. Donc on ne peut pas comparer. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ces exemples vont, depuis l'adolescence, nous conforter dans le fait que on peut vivre très longtemps, même si on boit. Et ça, c'est un danger parce que on le sait très bien aujourd'hui, toutes les études le prouvent, les statistiques le prouvent, on a de grandes chances d'avoir des problèmes médicaux quand on boit. Ça, c'est prouvé. Et malheureusement, les femmes ont encore plus de chances au niveau statistique d'avoir des problèmes médicaux que les hommes. Oui, parce que vient se greffer aussi la question de la pilule, la contraception en tout cas. Ouais. Donc ça, plus ça, plus ça, plus ça. D'ailleurs, on le dit souvent. Et même pour un traitement classique, on va dire, je sais pas, pour une angine, pour des choses comme ça, on dit à chaque fois ne consommez pas d'alcool. C'est ça. Voilà. Et pourtant, la société presque nous dit c'est normal de consommer un verre de temps en temps. Enfin, moi, quand je regarde des séries, je vois toujours de l'alcool. Donc finalement, c'est pas facile pour les gens de se dire attends, c'est pas forcément bien. Encore une fois, on n'est pas là pour dire arrêtez totalement, ne prenez pas votre verre champagne à Noël, etc. ou jour de l'an. Mais il y a aussi cette société qui nous pousse pas forcément dans le bon sens. C'est vrai que la société nous pousse à boire de l'alcool. Ça, on ne peut pas le nier, que ce soit dans les séries, dans les films, comme tu disais. On voit ça partout. Et on a l'impression que quand on ne boit pas, en fait, c'est nous qui avons un problème. Et c'est très étonnant parce que c'est la seule addiction, enfin, c'est la seule drogue où, quand on ne la prend pas, on a un problème. Oui, quand on est invité chez des amis, on ne propose pas un rail de coke ou alors de prendre de l'héroïne, par exemple. Alors que tout de suite, on nous propose de boire un coup. Et ça, c'est quelque chose qui est dans nos mœurs, en tout cas, qui est dans la culture française, dans beaucoup de cultures, pas que françaises d'ailleurs, et qui nous pousse un petit peu à consommer, parce que quand on est invité, on n'a pas envie de décevoir notre hôte. Et puis en même temps, on se dit, qu'est-ce qu'il va penser de moi si je dis que je ne bois pas? Surtout s'il a ouvert une très bonne bouteille, très chère, et qu'on dit qu'on n'en veut pas, comment il va le prendre? Donc il y a quand même une pression qui est toujours là, même... Et pas seulement dans les séries, dans les films, dans la vie courante aussi. C'est-à-dire que l'alcool est partout. Tu communiques beaucoup sur les réseaux, sur le web en général. Il n'y a pas des personnes qui t'ont dit non mais celui-là il exagère, c'est bon mon verre de temps en temps, c'est pas si catastrophique que ça. Tu l'as déjà entendu ou pas? Un verre de temps en temps, c'est pas catastrophique. C'est ce qu'on me dit souvent sur les réseaux. C'est-à-dire qu'on me dit on peut bien boire un verre quand on en a envie. Alors oui, tout à fait. Il y a beaucoup de personnes, et heureusement, qui peuvent boire un verre de temps en temps. Ça, c'est génial. Après, les personnes qui me suivent sur les réseaux, souvent, c'est qu'elles ont eu des problèmes d'alcool ou qu'elles ont des problèmes d'alcool. Et en fait, quand on a passé un certain niveau, c'est-à-dire c'est un peu un système de cliquet, on ne peut pas revenir en arrière. Donc pour les personnes comme moi, je l'étais, et comme toutes les personnes qu'on accompagne, c'est ce niveau, ce cap, il a été atteint. C'est-à-dire qu'on ne peut plus revenir en arrière. Quand on boit un coup, on ne peut pas s'arrêter. C'est-à-dire qu'un verre ne suffit pas. Et le fait de reboire un verre de temps en temps, ça peut être une souffrance, parce qu'entre les verres, on est frustré, on est très mal, on a très envie de consommer. Donc, à boire un verre de temps en temps, en effet, c'est possible pour certaines personnes, mais pas pour tout le monde. Qu'on vient de voir, on est conscient que tu es coach en sobriété, tu n'es pas médecin. Donc du coup, il existe, j'imagine, différentes solutions pour arrêter de boire l'alcool, comme arrêter de fumer. On peut arrêter de boire de différentes façons. La première façon, c'est de se poser la question si on ne peut pas aller voir son médecin traitant. En effet, aller faire une cure, aller voir un médecin psychiatre, un addictologue. Il existe plein de structures en France et on est plutôt bien fourni dans ce domaine. L'Exapa, les Carudes, etc. On a des équipes soignantes qui sont extraordinaires, qui font un super boulot. Après, ça dépend de chacun. C'est-à-dire que les clients qui viennent nous voir, souvent, ou sont passés par ce système de médecine, ou n'ont pas envie d'y aller. En tout cas, ça ne leur correspond pas. Ça ne leur correspond pas. Donc chacun est différent. Des fois, on n'a pas envie d'en parler à un médecin. Des fois, on ne se sent pas compris. On peut se sentir jugé, alors que souvent, ce n'est pas le cas, mais en tout cas, c'est notre perception, puisque la personne en face de nous, si elle n'a pas vécu la même chose que nous, on a du mal à se confier, à être sincère. Et donc, quand elle nous donne des conseils ou quand elle nous dit quoi faire, on l'écoute pas, parce qu'on nous dit t'as qu'à pas à boire, t'as qu'à pas passer par le rayon alcool, t'as qu'à boire qu'un seul verre, mais tout ça, ça nous parle pas quand c'est quelqu'un qui n'est pas passé par là qui nous le dit. Donc c'est pour ça que, en tant que coach de sobriété, des fois on me demande mais pourquoi vous êtes là alors qu'il y a des médecins? Déjà, les médecins, c'est très dur de les voir parce qu'il y en a peu.
vit vraiment en France dans un désert médical. Et quand on veut voir un addictologue, dans certaines régions, c'est 3 mois d'attente. Et on ne peut pas attendre 3 mois quand on est au fond du trou, quand on souffre tous les jours parce qu'on consomme. Donc nous, en tant que coach de sobriété, on est là aussi pour répondre à cette demande. D'autant plus qu'on a souvent des personnes qui ne peuvent pas se déplacer, qui ne peuvent pas assister à des groupes de parole, qui vivent à la campagne, qui sont loin des grandes villes. Et aller voir un médecin addictologue, tout de suite, c'est très loin. Donc, quand on travaille, c'est compliqué de se déplacer et de prendre une demi-journée de travail, de congé ou une journée de congé pour aller voir quelqu'un. Et alors que nous, quand on travaille, en fait, en visio, tout le temps. En visio ou au téléphone. Donc, la personne, on peut adapter vraiment suivant ses horaires. Elle peut faire ça à la pause déjeuner, elle peut faire ça pendant sa pause. On commence très tôt le matin, on finit tard le soir. Donc, il y a une flexibilité qu'on ne retrouve pas dans le monde médical. Est-ce qu'il y a des personnes qui te disent pas je suis alcoolique, mais je suis malade? Est-ce qu'on est malade alcoolique quand on boit de l'alcool? Ça, c'est une grande question. C'est un grand débat. Voilà. En effet, l'alcoolisme est une maladie. C'était reconnu par l'OMS. Donc ça, c'est un fait établi. Après, il y a la vision qu'on a de l'alcoolisme. L'alcoolisme est empreint vraiment d'une connotation très négative. Donc, quand on dit quelqu'un qui souffre d'alcoolisme ou qu'il est alcoolique, souvent, c'est quelque chose une étiquette qu'on va attribuer à vie à quelqu'un. Alors que c'est une maladie. Et une maladie, on peut être rétabli d'une maladie. Alors, en guérir, encore, on peut jouer sur les termes. Moi, je pense qu'on peut en guérir. Je pense qu'il y a un rétablissement. Pourquoi? Parce que du moment qu'une fois qu'on a compris comment l'alcool fonctionnait, donc on se base sur la compréhension et non pas sur la volonté. Donc une fois qu'on a compris comment ça fonctionnait et qu'on a mis en place des nouveaux automatismes, on n'a plus envie de boire, mais plus du tout envie. Par contre, si on reprend un verre d'alcool, on risque de retomber dedans. Donc là, c'est pour ça que je dis que pour moi, on peut en guérir. Et le fait de parler de maladie, alors ça a des bons côtés parce que dans le sens où on est victime d'une maladie. Si on a du diabète, oui, on est victime du diabète. Si on a un cancer, on est victime du diabète, d'un cancer. Et c'est pareil pour l'alcoolisme. Parce que oui, au départ, on a eu la volonté de boire. Donc c'est venu de façon insidieuse. Donc on doit l'assumer. On n'a jamais mis un couteau sous la gorge. On m'a jamais mis un couteau sous la gorge pour que je boive. Par contre, je ne pensais pas que j'allais atteindre ce stade et que j'allais devenir alcoolique et donc avoir cette maladie. Donc ça, c'est à prendre en compte. Dans ce que tu me dis, ça me fait penser aux personnes qui disent aussi non, je suis pas malade, je suis pas fumeur, je suis pas dépendant au sucre, non, je mange de temps en temps du sucre. Finalement, je bois de temps en temps l'alcool, je suis pas alcoolique. Quand est-ce qu'on est alcoolique? C'est la grande question. Après, comme je l'ai dit, moi je préfère parler de problèmes d'alcool. On a des problèmes d'alcool où on est alcoolique quand on n'arrive pas à arrêter de boire en fait. C'est-à-dire qu'on sait que c'est pas bon pour nous, mais on a du mal à s'empêcher de boire. Et c'est là où est le problème. C'est-à-dire que si on peut toujours contrôler ce qu'on boit, à ce moment-là, on ne souffre pas de problème d'alcool. Donc, il n'y a pas de sujet. Et heureusement, il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça. Mais dès qu'on n'arrive pas à s'empêcher de boire tout en sachant que c'est mauvais pour nous, à partir de là, oui, on est dans l'addiction. Et que ce soit l'alcool ou d'autres consommations. L'alcool, d'autres consommations. Le sucre, la cigarette, d'autres choses. C'est la définition de l'addiction. Tout à l'heure, tu as dit on m'a pas forcé à boire. Moi, je fais toujours le parallèle avec la cigarette parce que quand on est au lycée, on nous dit ouais, il faut que tu sois dans notre clan, il faut que tu fumes une cigarette, tu seras in. Moi, j'ai l'impression quand même que l'alcool, c'est pas dès le départ comme ça, mais on te force dans la société à dire mais attends, il faut que tu boives un coup, fais la fête. Personne ne m'a forcé à boire, personnellement. Moi, j'ai commencé juste comme un rituel, c'est-à-dire le soir, après le boulot, c'était pour moi une façon de décompresser. Mais je connais beaucoup de personnes, et on a de nombreux clients, qu'on a, entre guillemets, forcé à boire. C'est-à-dire, en école d'ingénieur, c'est un passage obligé. En médecine, c'est pareil. Les premiers mois, en tout cas, le bizutage, etc., on force les jeunes à boire et ils prennent l'habitude. Et puis après, il y a les fêtes, etc. Après, ça peut être aussi l'entourage. C'est-à-dire, on est supporter d'un club de foot ou d'un club de rugby ou peu importe. Et à chaque fois, il y a cette notion de participer à la troisième mi-temps pour le rugby ou en tout cas d'être dans un groupe qui a cette activité. Et comme on ne veut pas être exclu du groupe, eh bien, on va boire naturellement pour être intégré. Est-ce que c'est forcé ou pas? En tout cas, il y a une pression qui se fait de façon insidieuse, qu'on ne perçoit pas toujours, mais qui fait que, en fait, on boit alors qu'on n'avait pas spécialement envie de boire. J'ai presque envie de parler de mensonge social. Je m'explique. Ouais. Quand on boit,
on te félicite, on dit super, t'es une fête, t'as bu, trop bien, t'es un adulte, c'est trop bien. Mais en fait, finalement, quand on arrête de ce que tu me dis, j'ai l'impression qu'on te juge. Alors que ça devrait être l'inverse, tu vois. On devrait pas presque faire attention. Est-ce que finalement, on peut parler de mensonge social? Oui, l'alcool est un mensonge social, tout à fait, parce que quand tu ne bois pas, on te demande pourquoi tu bois pas. Alors, est-ce que tu es malade? Est-ce que quand tu es une femme, est-ce que tu es enceinte, etc. Quand tu bois, on te félicite parce que, oui, en effet, quand tu es jeune et que tu bois, tu es devenu un homme ou une femme, voilà, tu es devenu un adulte. En fait, c'est un rite de passage, hein. Quand on est ado, on n'a qu'une envie, c'est boire pour être comme un grand, quoi. Comme pour être un adulte. Et on se dit, tiens, lui, il est nul, il tient pas l'alcool. Alors que s'il tient l'alcool, c'est quelqu'un voilà, qui est costaud, qui, euh, Qui est fort, qui est solide. qui est fort, qui est solide, exactement. Alors qu'au contraire, c'est pas bon parce que ça veut dire qu'on a augmenté la tolérance et qu'on a une certaine habitude de boire juste. Et au final, de ce que je me rends compte, l'alcool est la seule drogue qu'on doit justifier de ne pas consommer. Est-ce que tu peux nous parler des réactions typiques quand tu refuses de boire un verre? Quand je refuse de boire un verre, les réactions, oui, elles peuvent être typiques. C'est-à-dire, bon, il y a en effet, tiens, tu bois plus, qu'est-ce que t'as, ou t'es pas bien, t'es malade. Qu'est-ce que c'est? C'est pas le dry January, pas encore. Ou alors, si c'est en janvier, ah, tu fais le dry January, génial, c'est pas trop dur. Donc, oui, les réactions étaient étonnées au départ. Bon, maintenant, ça fait quelques années, donc j'ai plus ce genre de réaction. Mais au départ, c'était assez étonnant parce que on s'aperçoit que les gens se posaient la question, mais ils se la posent une fois. Et ça, c'est intéressant de le dire, parce que dans notre perception et dans tous les gens que j'accompagne et avec mes équipes, on s'aperçoit que la première peur, c'est ça. C'est-à-dire, la première peur que j'avais aussi, c'est comment les autres vont réagir quand je vais dire que je ne bois pas. Et les premières semaines, j'avoue que ça m'a quand même sacrément inquiété et que j'ai pris des faux fuyants. C'est-à-dire que je disais, bah non, j'ai une grosse journée demain, ou bah non, je prends des médicaments et ça va pas avec l'alcool, ou bah non, tiens, j'ai un 5 km ou un 10 km bientôt, donc je me prépare et je veux pas, je veux avoir toutes les chances de mon côté. Et je disais pas vraiment la vérité, j'avoue. Et puis après, avec les semaines passant, les mois passant, après j'ai assumé, j'étais très content de le dire. Mais en tout cas, oui, il y a cette perception qu'on a que les autres vont nous juger et que ça va les interpeller, qu'ils vont nous regarder différemment. Alors qu'en fait, c'est pas du tout le cas. Ils posent une fois la question, ou ils la posent pas, et ils passent à autre chose. Il y a toujours un lourdeau, mais qui a beaucoup consommé, donc il se rappellera plus de toute façon de ce qu'il a dit, qui va dire, allez, bois un coup, allez, voilà. Mais sinon, c'est super rare, franchement. Et pourquoi, du coup, notre société, elle associe boire à être normal, finalement? La société associe le fait de boire à être normal, parce que ça fait des années, des décennies, des centaines d'années que l'alcool est dans notre société. Et c'est vrai que on fait des très bons vins, on est très reconnu au niveau mondial pour la qualité de nos crus, de nos alcools. Donc c'est vrai que c'est la culture française, le savoir vivre, pas le savoir, c'est être bon vivant, être épicurien. Donc c'est une qualité. Et c'est très fédérateur, c'est-à-dire qu'on dit toujours à quelqu'un, tiens, on va aller boire un coup. Au lieu de se dire, tiens, on va aller boire un café, on va aller manger quelque chose. Non, d'abord, c'est on va boire un coup, le fait de se retrouver. Et c'est dans notre culture. Après, ça commence à changer un petit peu, hein. On sent qu'il y a une tendance de fond qui commence à émerger, où on a de plus en plus de personnes qui arrêtent de boire, en tout cas, qui buvaient et qui arrêtent de boire, et qui expliquent un petit peu le passage, enfin le chemin qu'elles ont parcouru et ce que ça leur a apporté. Et pourquoi ça évolue dans ce sens-là? Qu'est-ce qui fait que... C'est quoi? C'est les médias? C'est la culture? C'est la société? C'est les gens qui sont malades? C'est quoi? Pourquoi on boit de moins en moins? Ça, c'est une bonne question. Après, il y a plein de réponses différentes. Certains me disent parce qu'on fume plus, mais ça, je ne sais pas. Enfin, du cannabis, hein, j'entends. Mais il y a une tendance de fond, en effet, où on fait plus attention à notre santé. C'est-à-dire qu'on va manger bio. Certains deviennent végétariens ou véganes. On fait attention au gluten. On prend des compléments alimentaires. On fait attention aux perturbateurs endocriniens, etc. Et donc, dans la même mouvance, on fait attention à tout ce qu'on ingère, parce que notre corps, en fait, c'est pas une poubelle. Et tout ce qu'on ingère, c'est super important. Donc, si on fait attention sur tous ces plans, et puis derrière, on boit de l'alcool et on se fait beaucoup de mal, ça n'a pas de sens. Donc, les personnes qui sont dans le développement personnel, qui font attention à être meilleur aujourd'hui qu'on l'était hier, et demain, on sera encore meilleur qu'on l'était aujourd'hui, j'étais un peu comme ça, c'est ça qui m'a aussi aidé. À partir de là, on se dit, mais pourquoi on boit, quoi? Pourquoi Ouais. on ingère du poison de façon
consciente, alors que ça n'apporte absolument rien en termes de nutriments, de vitamines, de quoi que ce soit. C'est pour ça que tu disais tout à l'heure que finalement, quand on arrête de consommer de l'alcool, ou on modère en tout cas, on va changer aussi notre habitude d'alimentation. Arrêter l'alcool, c'est un bénéfice qui est bien plus loin qu'on imagine. Arrêter l'alcool, oui, ça a des bénéfices qui sont bien plus importants qu'on l'imagine, parce que si on arrête l'alcool, ça veut dire qu'on fait attention à ce qu'on mange, à ce qu'on ingère, et donc on va changer notre mode d'alimentation. On va faire attention à notre équilibre alimentaire. Donc c'est pour ça que aussi, souvent, les clients sont très surpris parce qu'ils perdent beaucoup de poids au départ. Je leur dis oui, il y a l'alcool, en effet. L'alcool, c'est des calories vides, donc on les consomme tout de suite. Et après, ce qu'on mange après, si c'est en surplus au niveau calorique, ça va être stocké. Ça, en effet, on perd du poids à cause de ça. Mais on perd aussi du poids parce qu'on fait attention à ce qu'on mange quand on arrête de boire. Parce qu'on a moins envie de choses grasses ou de choses sucrées, ça c'est sûr. Mais en plus, on a cette notion de faire attention à ce qu'on ingère. Donc, si on le fait sur l'alcool, naturellement, on le fait aussi sur les aliments. C'est vrai que c'est complètement absurde de consommer de l'alcool en sachant que c'est un poison. C'est-à-dire que ça nous apporte rien de bon. Ça nous fait que du mal. C'est-à-dire que c'est de l'éthanol. C'est ce qu'on met c'est ce qu'il y a dans l'essence. C'est ce qu'on met dans la voiture. Alors bien sûr, on met des arômes dessus. On met du jus de raisin quand c'est du vin. Des bières, on met beaucoup d'arômes. Du whisky aussi, les fûts de chêne, etc. Mais en fait, c'est du poison. Donc ça paraît complètement débile, on va dire, de consommer de l'alcool, alors qu'on veut faire attention à notre santé, on veut vivre plus longtemps, dans de meilleures conditions. Donc ça n'a pas de sens. Et souvent, j'ai des commentaires sur les réseaux sociaux, les gens me disent « Oui, mais on va mourir de toute façon, alors autant boire ». Alors, oui, on va mourir de toute façon, c'est une certitude, c'est une chose dont on est sûr, c'est qu'on va mourir. Mais le fait de boire et de consommer beaucoup d'alcool va nous faire mourir dans des conditions qui ne sont pas très agréables. C'est-à-dire que la fin de vie, les 10 dernières années, les 20 dernières années, on va peut-être avoir plus de maladies, on ne va pas être en forme, on va être moins présent pour nos proches, on ne va pas être très heureux parce que l'alcool amène aussi la dépression. Donc ça, si on veut vivre de façon agréable toute notre vie, en tout cas les dernières années, autant qu'on ne boive pas, quoi. Il y a une phrase qu'on m'a dit une fois, on disait, une scientifique qui m'a dit « Moi, je veux mourir en bonne santé ». Et tu vois, j'ai l'impression aussi que les jeunes se ne rendent pas compte parce qu'ils sont vaillants, ils ont 15-20 ans, ils ont 30 ans. Et arrivé à une cinquantaine d'années, tout arrive en conséquence. Et là, on se dit « Mince, c'est mes 20 années où j'ai beaucoup consommé d'alcool ». Finalement, qui m'arrive un petit peu à la tête, quoi, à la face. Est-ce que finalement, on va moins bien vieillir ? Je parle de 50, 60, 70 ans, quand on consomme beaucoup d'alcool et on ne s'en rend pas compte au début. Ne pas consommer de l'alcool permet de mourir en bonne santé, entre guillemets. Donc ça veut dire que oui, on va être en bien meilleure forme. Et souvent, c'est vrai qu'après 40 ans, après 50 ans, là, les problèmes physiques arrivent automatiquement. Hein, c'est la vie, c'est comme ça. Et quand on ne consomme pas ou quand on a arrêté de boire, on a beaucoup moins de chances statistiquement d'avoir ce type de problème. Ça, c'est prouvé. Hein. Je ne suis pas médecin, mais il suffit de lire les études et c'est prouvé. Donc, si on veut vivre en bonne santé le plus longtemps possible, il faut faire face à l'évidence, c'est-à-dire il ne faut pas boire d'alcool, tout simplement. Après, moi, je ne suis pas moralisateur. Hein. Chacun fait comme il veut. Moi, j'ai compris qu'en tout cas, pour moi, ne pas boire d'alcool allait m'aider justement à être heureux beaucoup plus longtemps. Oui, j'aime bien aussi faire le parallèle entre, il y en a qui vont manger effectivement, qui vont être plus végétariens, et ça va leur convenir. D'autres vont être plutôt dans un régime protéiné ou une tendance alimentaire protéinée. Oui. Bon, chacun a son mode de vie, chacun va s'adapter en fonction où on est. Là, aujourd'hui, on est en France. Si on est en Italie, si on est en Afrique, si on est au Danemark, ça va s'adapter. Il y a des cultures, il y a plein de choses, mais c'est trouver aussi son équilibre. Et comme tu le dis, tu n'es pas moralisateur. Donc, c'est quoi la recette miracle ? Il n'y en a pas de recette miracle. Il n'y a pas de recette miracle. En tout cas, il faut boire comme on le sent. L'alcool ne doit pas nous empêcher d'être heureux. C'est-à-dire que je connais des personnes qui boivent un verre toutes les semaines et ça leur va très bien. Elles sont très heureuses. Moi, je ne suis pas là pour juger. Ça va très bien. Et j'aimerais bien être capable de faire comme ça, mais je ne le suis pas. Donc, je préfère ne pas boire du tout. Et je suis très heureux comme ça. L'important, c'est qu'on trouve chacun notre chemin. Là, je m'adresse un peu plus au monde professionnel, aux entrepreneurs, aux salariés. Est-ce que finalement, le monde pro est accro à cette espèce de décompression sociale et l'alcool vient aider? L'alcool dans le milieu professionnel est très présent. Alors ça dépend des milieux, bien évidemment, mais il peut être très présent parce que ça permet de fédérer les équipes autour d'un projet, autour d'un succès. Et puis ça permet aussi de mettre un peu lubrifiant pour certaines personnes qui ne se connaissent pas ou qui ne se côtoient pas. Donc souvent, on parle de journée de cohésion d'équipe, par exemple. Donc on va aller au resto ou alors on va faire la fête.
Et là, l'alcool, bien sûr, il est souvent là. Même si certaines entreprises ont compris qu'il était préférable de ne pas avoir d'alcool dans ces moments-là, parce qu'il faut quand même savoir qu'au niveau pénal, le dirigeant de l'entreprise est responsable si jamais il y a un accident derrière. C'est-à-dire, une personne va à une journée, un after-work dans une entreprise où on fête un succès ou un départ en retraite, il y a de l'alcool sur le lieu de travail, la personne rentre chez elle en voiture, renverse quelqu'un ou un accident se tue, ça peut aller très loin. Alors, la vraie addiction, c'est pas l'alcool, souvent, c'est le besoin de relâcher la pression à tout prix, c'est-à-dire quelles qu'en soient les conséquences. Et on peut relâcher la pression de différentes manières. Mais souvent, l'alcool, c'est le moyen qu'on a en tête. En tout cas, c'est le moyen qu'on nous a appris à utiliser. Alors moi, je le dis souvent, hein, j'étais dans une famille qui n'était pas alcoolique. Enfin, je ne pense pas qu'ils avaient des problèmes d'alcool. Par contre, je les voyais régulièrement boire du vin ou boire du whisky pour se détendre le soir ou pendant les repas. Et donc, pour moi, c'était quelque chose de normal. Et le jour où j'ai eu beaucoup de pression au travail, quand j'ai repris des entreprises et que j'avais des jeunes enfants, eh bien, naturellement, je me suis tourné vers l'alcool pour me détendre, un peu une automédication, un peu un anxiolytique. Et c'est après que j'ai compris que, bah voilà, 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, un peu tous les soirs, un peu le week-end avec les amis, que c'est devenu un problème. Chez les cadres et dirigeants, finalement, l'alcool fait partie et nourrit cette tension permanente. Chez les cadres et les dirigeants, l'alcool est très présent, donc il nourrit une tension permanente. C'est-à-dire que souvent, quand on a des responsabilités, on est à fond toute la journée, on a à manager des équipes, des projets, et quand on rentre le soir chez soi, bah, en fait, on se détend. Donc on a ce rituel, souvent, on a passé une journée très éprouvante, très fatigante, on a beaucoup de pression, on a plein d'idées dans la tête, on a besoin de calmer un peu tout ça. Et le moyen qu'on trouve souvent, bah, pour calmer un petit peu toutes les idées qu'on a dans la tête, les soucis et tout ce qui peut se passer dans notre cerveau, eh ben on va boire un coup. Et on imagine que c'est ce qui va nous calmer. Est-ce qu'on peut dire que l'alcool, c'est presque autant, voire plus dangereux qu'un médicament, un anxiolytique? Alors, prendre l'alcool comme un médicament, oui, c'est dangereux. C'est dangereux parce que c'est pas un médicament, justement. Et en plus, on fait de l'automédication, ce qui est très mauvais. Même si je suis pas médecin, on sait tous que c'est très mauvais. Oui, moi aussi, j'ai pris l'alcool comme un médicament. J'avoue, je pensais que ça me détendait et que c'était quelque chose qui allait me faire du bien, alors que c'était tout le contraire. Est-ce que tu as vu des personnes qui venaient en accompagnement et qui consommaient une forte dose d'alcool, mais qui prenaient des médicaments aussi à côté? Donc, en gros, avoir un cocktail dangereux, ils ne le savaient pas. Alors, l'alcool et les médicaments, c'est un cocktail très dangereux, en effet, parce que déjà, souvent, il y a des interactions qui sont très mauvaises. Ensuite, quand on boit, bah, des fois, on a oublié qu'on avait pris nos médicaments. Et prendre des médicaments plusieurs fois, ça peut être extrêmement dangereux, voire mortel. Et puis, on peut prendre des médicaments pour éviter de boire et boire aussi en même temps. Donc, c'est vrai que la combinaison des deux n'est pas bonne. Et ce qu'on lit sur les notices des médicaments, c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire que ne pas boire d'alcool quand on prend des médicaments, c'est capital. Mais malheureusement, quand on est dans cette addiction, bah souvent, on n'a pas le choix. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à ne pas boire. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se soigne avec les médicaments ou pas? C'est le problème. Donc oui, j'ai souvent des personnes qui viennent me voir qui ont ce genre de problématique. Ceux qui arrêtent l'alcool vont souvent se réfugier vers d'autres consommations, des sodas ou autres, et finalement, ça crée une autre problématique. Boire beaucoup de soda pour arrêter l'alcool, oui, c'est un peu bête, en effet, parce que on change l'addiction. C'est-à-dire qu'on va changer l'addiction pour le sucre. Et on peut arrêter l'alcool sans automatiquement boire des sodas. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qu'on peut boire. On peut boire de l'eau pétillante, on peut boire du gingembre avec de l'eau pétillante, on peut boire des boissons sans alcool, des mocktails, on peut boire des bières sans alcool. Il y a des très bonnes bières sans alcool aujourd'hui. Et puis, on n'est pas obligé de boire. C'est-à-dire que quand on rentre du boulot et qu'on buvait quelque chose pour se détendre, on peut faire autre chose qui n'est pas quelque chose qu'on va ingérer pour s'apporter du plaisir. Alors oui, pendant les moments festifs, et je suis le premier à le faire, hein, c'est-à-dire que quand il y a des événements, c'est-à-dire des anniversaires, des mariages, ou j'invite des gens à la maison, je bois un coup avec mes invités. Eux vont boire souvent de l'alcool. Et puis moi, je vais boire une bière sans alcool ou un kombucha ou un mocktail que je me serais préparé. Mais le soir, quand je rentre du boulot, je ne bois pas une bière sans alcool. Ça ne me viendrait même pas à l'esprit. Donc finalement, on change nos habitudes pour une meilleure harmonie pour son corps et même pour notre famille. Alors oui, arrêter de boire, oui, ça permet d'avoir une meilleure harmonie au sein de la famille, d'une part, oui, et puis au niveau de son corps. C'est-à-dire qu'on rend service à notre corps, oui. Est-ce qu'on peut parler d'un lien
étroit entre le stress, la dopamine et la fatigue. L'alcool et la fatigue, ça c'est un bon sujet ça. Souvent on boit parce qu'on est fatigué. C'est-à-dire qu'on veut enlever cette fatigue et l'idée qu'on a, alors qui est complètement bête, hein, ça c'est vrai, mais c'est que si on boit un coup, ça va nous détendre et on va être moins fatigué. Alors pour certaines personnes, en effet, ça va les détendre. Ils vont s'endormir rapidement, donc c'est ce qu'ils cherchaient à faire. Par contre, ils vont très mal dormir et ils seront fatigués le lendemain. Pour d'autres, ça va les exciter. Donc c'est très, très variable suivant les gens. Mais en tout cas, dans notre tête, on a cette impression que le stress et la fatigue vont être résolus par boire un coup, étonnamment. Alors que dans la pratique, on s'aperçoit que c'est jamais le cas. Mais ça, faut en prendre conscience. Et des fois, on n'en prend pas conscience pendant des années. Quand on boit, on peut avoir l'alcool bon comme l'alcool mauvais. Et ça n'a rien à voir avec la personnalité qu'on a. Et c'est pas parce qu'on boit qu'on dit la vérité. Donc ça aussi, il faut le comprendre. Et le problème, c'est que quand on a l'alcool mauvais, eh ben, on peut être blessant avec nos proches, leur faire vraiment du mal. Et en plus, d'autant plus que souvent, on ne se souvient pas de ce qu'on a dit. Donc les gens n'en parlent pas tout le temps. Donc il peut y avoir des non-dits, des situations qui sont quand même des bombes à retardement. Donc ça, c'est très, très important. Mais à l'inverse, quand on a l'alcool bon, ça peut être vraiment terrible. J'ai des clients qui m'ont raconté qu'ils, quand ils buvaient, c'était des vrais bisounours. C'est-à-dire qu'ils allaient aimer tout le monde sur les réseaux sociaux, faire des commentaires partout, être amis avec tout le monde, envoyer des cœurs. Donc avoir l'alcool bon ou mauvais, dans les deux cas, c'est terrible. Donc autant ne pas boire jusqu'à ce niveau-là. Mais pour certaines personnes, en tout cas les personnes qui suivent mes comptes et qui viennent se faire accompagner, eh ben, c'est un problème pour eux. Quand on boit trop d'alcool, c'est pas être gentil ou c'est pas être méchant. En fait, c'est qu'on est différent et on n'est pas nous-mêmes. Et souvent, on se reconnaît pas. C'est-à-dire que c'est pas notre moi réel qui va s'exprimer. C'est juste un personnage qui est, en fait, moi, le Sylvain bourré, il va peut-être être gentil un jour, et puis une autre fois, il va être méchant, ou peut-être qu'il sera rien du tout. Mais en tout cas, on n'est pas nous-mêmes. Et ça, c'est super déstabilisant, parce qu'en fait, on montre une image de nous qui est complètement différente de qui on est. Et notre entourage peut vraiment ne pas aimer ça. C'est-à-dire que j'ai des personnes que j'accompagne, leur conjoint le vit très mal, le fait qu'elles soient cette personne différente quand elles ont bu. Alors souvent, elles me disent, oui, mais moi, je buvais dans mon coin, je gênais personne, j'étais fonctionnel, c'est-à-dire que je faisais le ménage, je faisais la cuisine, je m'occupais de tout, mais on me reprochait de ne pas être là alors que j'étais là physiquement. Ben oui, je leur dis, oui, t'étais pas là, t'étais pas présent. Et comment tu veux que ton conjoint apprécie cette personne? Elle s'est pas mariée avec quelqu'un qui est pas présent. Elle s'est mariée avec quelqu'un qui est 100% présent. Alors souvent, on me demande si j'ai des exemples, des témoignages. Alors oui, on a des témoignages qu'on fournit aux personnes qui nous contactent, parce qu'on ne veut pas diffuser ça sur les réseaux sociaux, les témoignages de personnes qui ont bu de l'alcool. Mes clients, en fait, on a la confidentialité est super importante. Quand on demande à nos clients de faire des témoignages, et quand ils acceptent, on s'engage à ne pas les diffuser partout sur les réseaux sociaux. Donc, on les envoie aux personnes qui sont intéressées par notre accompagnement. Mais je peux, en effet, te citer quelques exemples de personnes qui ont réussi à se sortir de cette addiction. Donc, on a par exemple, Théo, qui était vraiment addict à l'alcool et qui, en fait, son problème, c'était l'ennui. C'est-à-dire qu'il s'ennuyait, donc il buvait. En plus, sa compagne avait beaucoup de déplacements, donc il était souvent seul, et donc il buvait à ce moment-là. Et donc, on a travaillé ensemble sur le fait de comprendre, vraiment de conscientiser pourquoi il buvait et qu'est-ce qu'il pouvait faire à la place. Et très rapidement, on en est arrivé à un moment où il me disait qu'il n'avait plus assez de temps. En fait, il était tellement occupé qu'il n'avait plus assez de temps. Et donc là, ça fait quelques mois qu'il est sobre. Il n'a plus du tout envie de reprendre un verre d'alcool. Et il nous a fait un très beau témoignage là-dessus. Personne numéro 2, c'est Jean-Christophe. Donc lui, il buvait du matin au soir, même de la nuit au soir. C'est-à-dire plusieurs bouteilles de rosé à partir de 2h du matin jusqu'au soir suivant. Et chef d'entreprise, plusieurs entreprises. Très dur pour lui, puisqu'il travaille de chez lui. Mais en même temps, il fallait qu'il réponde aux clients, qu'il y ait des fois des déplacements. Il le vivait très mal, beaucoup de culpabilité, beaucoup de stress. Et on a appris ensemble, justement, à conscientiser un peu tout ce qui se passait, à vraiment lui faire découvrir des nouvelles sources de plaisir, de telle façon qu'il ait la dopamine naturelle et qu'il n'ait plus envie de boire. Et donc, il n'a plus envie de boire et c'est génial. Et il est super heureux.
Et surtout, ses affaires vont très très bien maintenant. Bon, mieux qu'avant, quoi. Ah, beaucoup mieux, beaucoup mieux. Troisième personne, c'est une femme qui a 62 ans et qui, en fait, elle avait l'alcool mauvais, pour le coup, très colérique quand elle buvait, et elle buvait beaucoup. Donc, elle oubliait en plus ce qu'elle avait dit. Donc, son conjoint passait des mauvais moments. Et donc, ça générait une tension dans le couple qui était assez importante. Et elle a voulu arrêter de boire. Alors, pour elle d'abord, ça c'est super important, et aussi pour son couple. Et donc, ça a pris à peu près 6 semaines. Et au bout de 6 semaines, elle avait compris qu'elle avait plus besoin d'alcool pour se détendre, qu'elle n'avait pas besoin de ça, que ça lui apportait rien. Et elle a trouvé d'autres sources de plaisir. Et donc, elle avait plus du tout cette envie. C'était plus un deuil, en fait, de ne pas boire. Et ça, pour elle, c'était une vraie liberté, parce qu'elle s'est retrouvée à côtoyer des gens qui buvaient, puisqu'elle sort beaucoup. Mais c'est pas un problème, puisqu'en fait, elle n'a pas envie. Donc, il n'y a pas de frustration, il n'y a pas de combat. C'est juste une liberté. Qu'est-ce qui change quand on arrête d'avoir ce regard des autres négatif et finalement on a un aspect plus positif de notre personne vis-à-vis des autres? Quand on arrête de boire, le regard des autres, en fait, on s'en fout. C'est ça qui est génial, c'est qu'on acquiert une liberté extraordinaire, puisqu'on a accepté le fait qu'on ne buvait pas et qu'on pouvait le dire aux autres. À partir de là, on peut faire ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'on arrête de boire, on a une estime de soi déjà qui a été décuplée, parce qu'on ne ment plus, on ne culpabilise plus, on n'a plus de honte. Donc on est bien dans ses baskets, on est réellement nous-mêmes. Et on a l'impression qu'on peut tout faire, puisqu'on a notre confiance en soi aussi qui a été démultipliée. Et donc, c'est une vraie liberté. Et c'est souvent ce que je dis à mes clients, c'est-à-dire qu'il y a un avant et un après. C'est pas juste, on a juste arrêté de faire quelque chose. On découvre une nouvelle vie. Alors, pour ceux qui buvaient pas ou qui boivent peu, ça peut paraître un peu délirant, un peu de la science-fiction. Mais en tout cas, quand on a cette souffrance, quand on a des problèmes d'alcool, quand on souffre d'alcoolisme, on comprend bien ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on est libéré de ce poids. C'est comme si on enlevait un sac de 100 kilos qu'on a sur le dos. Et à partir de là, on se sent capable de tout faire. Comment se passent les accompagnements? Est-ce que si je viens écrire sur ton site ou je t'écris en dessous d'une vidéo, c'est toi que je vais avoir ou c'est une partie de ton équipe ou c'est les deux en même temps? Quand tu me contactes, que ce soit sur les réseaux sociaux, par mail ou peu importe, à ce moment-là, je te donne un lien qui te permet d'être contacté par un de mes collaborateurs. Et pendant cet échange qui va se faire sur Zoom, alors tu n'es pas obligé d'activer la caméra, tu fais comme tu veux, tu vas pouvoir voir avec justement cette personne si un accompagnement peut te correspondre. Et si jamais tu veux que l'on t'accompagne, c'est moi qui vais intervenir avec toi, donc on aura un premier rendez-vous ensemble, et ensuite tu auras un accompagnement avec un de mes coachs, sachant que c'est moi qui supervise tout ça. En plus, on aura ensemble des coachings de groupe. Donc, en ce moment, c'est 1 fois par semaine. Pourquoi tu as une équipe de coach avec toi? Pourquoi tu n'es pas resté tout seul? Est-ce que tu peux m'expliquer? Alors, je suis coach de sobriété, comme tu le sais, et j'ai démarré tout seul. Et puis, j'ai dû faire grandir l'équipe, puisque j'avais tellement de demandes que pour accompagner plus de monde, j'ai décidé au lieu de continuer tout seul et puis de faire mon petit travail de coach avec quelques clients que j'accompagnais, j'ai décidé d'avoir plus d'impact et donc je me suis entouré d'une équipe. Aujourd'hui, on est 5 coachs. Le but pour moi, c'est d'être toujours aussi disponible, de ne pas perdre en qualité. Donc le fait qu'on soit 5, ça nous permet vraiment de prendre le temps avec nos clients et de ne pas faire ça à la va-vite. Comment tu as constitué ton équipe de coach? Mon équipe de coach, j'ai pris des coachs qui me ressemblaient. C'est-à-dire qu'on est tous passés par des problèmes d'alcool. On a tous eu une addiction importante à l'alcool, on s'en est tous sortis. Nous, on l'a vécu, donc nos clients sont rassurés d'être accompagnés par nous. Et ça, c'était capital. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à faire le recrutement des différents coachs, j'ai passé une annonce, évidemment. J'ai eu beaucoup de réponses. Et mon critère principal, c'était qu'on soit passé par cette addiction. C'est le seul moyen de pouvoir interagir avec un client et qu'il se sente compris. Sinon, ça ne marche pas. La méthode ne marche pas. C'est-à-dire que si c'est quelqu'un qui n'est pas passé par cette addiction, ça ne marchera pas, je le sais. Comment elle fonctionne ta méthode? Est-ce que tu peux nous la définir? Comment fonctionne ma méthode pour arrêter de boire? Elle est déjà basée sur le fait que je sois passé par là et que les coachs avec qui je travaille soient passés par là. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de conscientiser, c'est-à-dire d'être dans le présent et de comprendre exactement ce qui se passe quand on boit, c'est-à-dire ne pas boire par automatisme. Ensuite, une fois qu'on a conscientisé tout ça, c'est de changer notre perception qu'on a sur l'alcool. C'est-à-dire, est-ce qu'il nous apporte quelque chose de bon ou de pas bon? Donc, on change notre perception.
Ensuite, on change nos automatismes, puisque l'alcool, souvent, on le consomme par automatisme. Le soir, c'est un rituel, par exemple. Ou le week-end, on ne peut pas imaginer un barbecue sans alcool. On ne peut pas imaginer inviter des amis sans leur servir un verre de vin. Donc ça, c'est des automatismes qu'on va changer. À partir de là, on va avoir une perception complètement différente de ce que nous apporte l'alcool et on n'aura plus envie de boire. Ça, le cerveau, derrière, il travaille. Le travail qu'on fait ensemble permet au cerveau de travailler en toile de fond, c'est-à-dire vraiment en arrière-plan. Et très souvent, nos clients sont très surpris parce qu'ils nous disent en fait, j'aime plus boire. C'est-à-dire que les premières gorgées sont vraiment pas bonnes. Donc ça, on sait qu'on est sur un premier niveau, on est en train de bien avancer. Et puis petit à petit, ils n'ont plus envie de boire, tout simplement. Ma méthode, elle n'est pas magique, elle n'est pas révolutionnaire. C'est du bon sens, c'est de la prise de conscience, c'est un changement d'automatisme, c'est surtout l'accompagnement en fait, qui fait la différence. Parce que la méthode en elle-même, vous pouvez la trouver, j'imagine, dans certains livres. Vous aurez des bribes de la méthode, une partie, mais en tout cas, un livre peut aider, peut permettre à certaines personnes d'arrêter de boire. C'est tout à fait possible. Mais souvent, on a besoin d'être accompagné par quelqu'un qui est passé par là. Et c'est là où on intervient. Donc, la méthode permet d'accompagner nos clients jusqu'à une libération naturelle. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le combat, dans le deuil, dans la frustration. On est vraiment d'une façon, on travaille vraiment de telle façon qu'on n'ait plus envie naturellement d'arrêter de boire. Avec cette méthode, pour arrêter de boire, en fait, on s'aperçoit qu'on ne dit plus les choses qu'on disait avant, c'est-à-dire viens boire un coup à la maison, ou, tiens, on va aller boire un coup pour se retrouver. En fait, on s'aperçoit qu'on va changer notre façon d'évoluer. On va dire à un ami, tiens, on va aller manger un bout au resto, tiens, on va aller se promener à tel endroit, on va faire telle activité. En tout cas, la première activité qu'on a en tête, c'est pas d'aller boire un coup. À travers notre échange, j'ai l'impression qu'on a vraiment une lueur d'espoir. Tu vois, tu donnes vraiment une ouverture. Comment tu pourrais le définir, ça ? Souvent, quand on arrête de boire, on a une peur qui est immense. C'est-à-dire, c'est le regard des autres. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi ? Quelle va être leur perception ? Est-ce qu'ils vont me trouver chiant ? Est-ce qu'ils vont me trouver pas marrant ? Et ça, c'est vraiment une peur qui est dingue. Parce qu'en fait, quand on arrête de boire et qu'on agit justement dans ces situations, on s'aperçoit que c'était une peur infondée. C'était juste une histoire de perception et qu'on se mettait la pression tout seul. Quand vous arrêtez l'alcool, j'ai qu'un conseil à donner, ne pas le faire seul. Que ce soit en cure, que ce soit avec un addictologue, que ce soit en association, que ce soit avec un coach de sobriété, en tout cas, ne le faites pas seul.